Il y a dans la logique révolutionnaire du socialisme une sorte de philosophie du pire. Il faut aller au bout du bout, il faut aller jusqu'au pire du capitalisme pour permettre son renversement dans la transition socialiste et puis dans le communisme. Face à cette philosophie du pire, il n'est pas surprenant qu'une autre forme de socialisme ait émergé. Un socialisme davantage réformiste, un socialisme qui n'aspire pas forcément à une révolution au grand soir, pour reprendre l'expression de Marx, un grand soir dont on ne sait jamais s'il est au bout de cette journée-ci ou dans de longues années, et qui s'efforce davantage d'apporter une réponse à ce que vivent les travailleurs aujourd'hui, qui s'efforce d'emmagasiner le moindre acquis, qui va permettre de lutter contre les inégalités, qui va permettre d'atténuer les injustices propres au modèle capitaliste. J'ai utilisé d'ailleurs le terme d'injustice, parce que ce socialisme révolutionnaire ne va plus tant ce socialisme réformiste, ce socialisme démocratique ne va plus tant se situer sur le terrain de la nécessité historique que sur l'engagement dans le débat politique, sur l'engagement dans le débat démocratique, et dès lors sur le terrain de la lutte d'idées, sur le terrain de la dénonciation des injustices et sur le terrain de la conviction, du travail de conviction quant à le caractère illégitime, intolérable des inégalités mises en place pour justifier l'adhésion d'un nombre de plus en plus important de personnes à des réformes sociales, à des réformes qui assureront davantage d'égalité dans la société. Et ces deux socialismes vont se développer parallèlement et en étant dans une concurrence radicale entre eux. Être accusé de réformisme dans le mouvement socialiste au sens large, c'est extrêmement grave comme accusation. Du point de vue des socialismes révolutionnaires, en fait, les socialismes démocratiques, les socialismes réformistes peuvent être même présentés comme étant leurs premiers adversaires, bien davantage que les capitalistes, puisque chaque réforme que les socialistes réformistes et socialistes démocratiques pourraient emmagasiner viendrait atténuer, viendrait rendre plus acceptable le capitalisme et finalement rendre encore plus lointain ce moment de radicalisation du capitalisme qui conduit à la révolution. Et effectivement, les tensions internes à la tradition socialiste pouvaient conduire à des règlements de compte jusqu'à la peine de mort entre les partisans d'une forme ou d'une autre de socialisme. Dans nos pays, cependant, dans les pays d'Europe occidentale en particulier, c'est davantage le socialisme démocratique qui s'est finalement imposé. On peut dire que la logique révolutionnaire trouve son modèle chez Lénine et dans la révolution russe de 1917. Le socialisme démocratique, lui, a davantage pris pied en Europe occidentale. Et il garde un certain nombre des traits fondamentaux de la logique socialiste que nous avons vue jusqu'ici. En particulier l'idée de lutte des classes, l'idée qu'il faut comprendre le champ politique comme étant un champ qui oppose la classe des capitalistes à la classe des travailleurs. D'ailleurs, les partis socialistes se sont régulièrement appelés le parti ouvrier ou le parti des travailleurs. Chez nous en Belgique, c'était l'ancêtre du parti socialiste, c'était le parti ouvrier de Belgique. Et donc, il s'agit non pas, on est très loin de la logique républicaine, mais même de la logique libérale. Il ne s'agit pas de défendre les intérêts de l'ensemble de la population, il ne s'agit pas de chercher à défendre l'intérêt général. Non, non, il s'agit d'être le bras armé, mais politique, le bras politique des ouvriers, des travailleurs face aux capitalistes. Il s'agit de créer une force politique qui va s'opposer aux capitalistes, qui va rentrer dans un rapport de force et qui espère cette fois-ci faire, je vais dire, la révolution entre guillemets, puisqu'il ne s'agira plus d'une révolution violente, mais la révolution par les urnes. Lutte des classes, donc, nous sommes toujours dans un champ politique représentant une opposition entre la classe des capitalistes et le prolétariat, la classe des travailleurs, des ouvriers, mais on retrouve également dans le socialisme démocratique, la confiance dans la nécessité d'avoir une propriété collective des moyens de production. Donc, ce sera la forme de la nationalisation, l'idée de socialisation des moyens de production, que l'on retrouve également dans le socialisme révolutionnaire, en particulier dans la période de transition socialiste. Et donc, autre donc, très commun, l'idée que les moyens de production ne doivent pas être possédés par des capitalistes, par des forces privées, mais doivent être au service de l'ensemble de la collectivité à travers une collectivisation des moyens de production, à travers l'État.
Donc il y a par contre un abandon de la révolution violente au profit de l'engagement démocratique, et de même, il y a une forme d'adoption des concepts libéraux. On va parler donc de justice, on va parler même de droit, voire de droits de l'homme, mais de droits sociaux, j'y reviendrai. Et on parlera également de démocratie, puisqu'une des principales revendications dans un premier temps qui sera portée par le Parti ouvrier, ce sera le suffrage universel. Pourquoi? Parce que justement, c'est en permettant que chaque personne, que chaque être humain acquiert une seule voix, que les travailleurs pourront faire ressentir leur force dans les urnes, la force du nombre. Et donc ça a été vraiment une des premières conquêtes du mouvement socialiste, conquête obtenue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour les hommes et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour les femmes, le droit de vote qui allait permettre aux ouvriers donc de faire peser tout leur poids dans les urnes. Et il n'est pas tout à fait surprenant que ce soit au lendemain d'un séisme comme les guerres mondiales que ces conquêtes aient pu être faites, notamment c'était au nom du sacrifice que les travailleurs ont pu faire durant la guerre, puisque là, dans les tranchées, un homme était deux bras pouvant porter un fusil, un homme pouvait mourir d'une balle, quel qu'il soit. Et dès lors, quelle que soit sa classe, quelle que soit sa nature. Finalement, cette conquête peut être vue comme étant une forme de tribut gagnée par les travailleurs dans les tranchées. Et c'était notamment aussi la crainte de la révolution, la crainte d'un terreau, justement, où les inégalités se radicaliseraient trop, conformément à ce que disait Marx, et que cette radicalisation des inégalités allait conduire à les révolutions, qui a permis que les capitalistes, que les forces plus conservatrices se disent qu'ils avaient intérêt à faire des gestes, qu'ils devaient lâcher du lest pour éviter que la situation dégénère et conduise à la révolution. Et donc là, on voit d'ailleurs un élément assez intéressant à comprendre dans les logiques de changements sociaux, c'est que souvent, il y a une complémentarité entre les approches radicales, les approches révolutionnaires et les approches réformistes ou plus démocratiques. Comme on le voit, le changement chez nous en particulier s'est opéré par les forces réformistes. Ce sont elles qui ont pu s'imposer, qui ont pesé dans les urnes, qui ont pu développer l'État-providence, les droits sociaux, etc. Mais si les forces réformistes y sont arrivées, c'est notamment parce qu'il y avait des forces plus radicales, des forces plus révolutionnaires qui leur faisaient concurrence et qui faisaient davantage peur au pouvoir en place, qui faisaient davantage peur aux conservateurs, et que les forces conservatrices ont accepté de discuter, ont accepté d'ouvrir le jeu, ont accepté de faire les concessions réclamées par les forces réformistes, parce qu'ils voulaient éviter que les forces révolutionnaires prennent trop d'importance, prennent trop de poids. Je répète, lutte des classes, propriété collective des moyens de production, très commun avec le socialisme révolutionnaire, vision positive de l'État comme étant le lieu d'appropriation des moyens de production, là aussi on a quelque chose de commun, mais d'un autre côté, abandon de la révolution violente au profit de l'engagement démocratique et adoption des concepts comme ceux de justice, comme ceux de droit, comme ceux de démocratie. Et donc ce socialisme démocratique va conquérir à travers les urnes des éléments importants, va permettre de transformer en profondeur la situation des travailleurs et le modèle économique qui était le nôtre à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. On va voir émerger notamment toute une série de droits sociaux, on va voir émerger un État dit providence, en particulier au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un État qui n'est pas simplement là pour faire la police, qui n'est pas simplement là pour maintenir l'ordre, mais un État qui va assurer un minimum de revenus sociaux, qui va assurer une redistribution, qui va faire en sorte que si vous perdez votre emploi, l'État va vous fournir un emploi ou il va fournir à défaut un revenu de remplacement. C'est en ce sens-là qu'il est une forme de providence divine, en l'occurrence de providence étatique, qui vient se substituer au marché lorsque le marché ne fournit plus un emploi, lorsque le marché ne fournit plus un revenu, et donc il vient donner comme la providence, comme les mannes célestes, il vient donner un emploi, il vient donner un revenu, il vient donner des soins de santé. Et donc tout le développement de cet État-providence est le fruit notamment donc, des conquêtes de la social-démocratie et des compromis faits par les conservateurs face
au risque de révolution face aux dangers que pouvait représenter, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et après le succès des forces communistes dans l'Est de l'Europe. Et donc cette crainte de voir le communisme soviétique faire contagion à l'Ouest a convaincu et a permis aux forces social-démocrates d'avoir davantage de poids politique et de conquérir d'importants droits sociaux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Autre élément, l'idée que l'économie de marché, l'idée que le capitalisme ne peut pas réguler l'ensemble des activités, que les services publics en particulier doivent être soustraits à la logique de marché, soit parce que c'est l'État lui-même qui les fournit, soit, nous pensons notamment à l'enseignement, où on a une organisation privée mais fortement subsidiée, ce qu'on appelle des services publics fonctionnels. L'idée qu'il y a toute une série d'entreprises qui ont un rôle stratégique dans l'organisation de notre économie, notamment tout ce qui touche aux infrastructures. Pensons à la poste, pensons au train, pensons au système, à la fourniture d'énergie. Tous ces éléments-là doivent être dans les mains du public, nous disent les forces social-démocrates. Elles ne peuvent pas être laissées au marché parce qu'il y a des enjeux structurants pour l'ensemble de l'économie et qu'elles sont finalement des entreprises d'intérêt général. Le contrôle des prix, par exemple, autre élément du discours social-démocrate, le contrôle des prix, non pas la planification qu'on avait dans le modèle socialiste et communiste de Marx, où tous les prix, quelque part, devaient être fixés par l'administration, mais on va retrouver quand même l'idée que certains prix doivent être fixés par l'État avec des prix maximum parce que ce sont des biens de première nécessité. Pensons au pain, par exemple, il y a longtemps eu un prix déterminé pour le pain, en tout cas au minimum pour le pain de base. L'idée en tout cas que le marché doit être encastré dans un cadre réglementaire qui vient imposer un certain nombre de règles de fonctionnement qui donc s'imposent au marché, que l'État impose au marché, que ce soit en termes notamment des relations de travail. Enfin, l'idée que l'État, notamment dans les situations de crise, doit pouvoir stabiliser le contexte économique, puisque notamment lorsque nous sommes dans une crise et où les forces privées ne sont plus suffisantes, la demande privée n'est plus suffisante pour assurer le maintien de l'activité économique, il faut que l'État s'y substitue. C'est d'ailleurs quelque chose que nous éprouvons fortement aujourd'hui, où le fonctionnement classique de notre économie basé sur l'action d'acteurs privés est forcé d'être à l'arrêt en raison du confinement. L'État doit intervenir pour fournir pour les uns des revenus de remplacement, pour imposer qu'un certain nombre d'emprunts puissent être repoussés, pour maintenir à flot toutes les entreprises, voire peut-être à un moment donné procéder au rachat d'un certain nombre d'entreprises qui seraient en faillite. Et l'État, on pense par exemple à une compagnie aérienne comme Brussels Airlines, qui serait donc dans une situation de faillite, mais qui a une signification stratégique pour notre économie, et l'État déciderait de racheter plutôt que de laisser cette entreprise tombée en faillite, déciderait de la racheter, donc de la nationaliser. Voilà un discours éminemment socialiste, mais qui serait la conséquence ici d'une crise du système de l'économie de marché et du retour de l'État que ce contexte de crise imposerait. Situation de crise qui conduirait donc à un retour d'un discours socialiste. On le voit donc, le socialisme c'est distingué en deux traditions, le socialisme révolutionnaire, davantage dans la logique de Marx, et puis ce socialisme démocratique qui va, à travers les urnes, conquérir un certain nombre d'acquis sociaux, un certain nombre de droits sociaux, et dont on peut dès lors se demander si en faisant le pas vers la démocratie, si en finalement inscrivant ces revendications, son discours dans le cadre des droits, dans le cadre des conquêtes juridiques, est-ce que ce socialisme démocratique ne s'est pas libéralisé? Quelle différence reste-t-il entre le socialisme démocratique et un libéralisme soucieux des inégalités sociales?